YouTube, comme vous le constatez, on est en pleine période d'Halloween et la Ludoverne se transforme pour l'occasion. Moi, accompagné de mes deux compères, le Choix-Peau Magique et Jack-O-Lanterne, que je vais mettre là du coup, on va vous présenter des petits jeux. Aujourd'hui, la Ludoverne rouvre les portes de l'univers du jeu de société et vous embarque dans un combat au sommet. Les dieux vous ont choisi. Vous êtes l'élu d'un panthéon mythologique et avez le devoir et l'honneur de les représenter. Serez-vous assez rusé et fort pour montrer aux autres mythologies que vous êtes l'élu des dieux? Arena for the God est un jeu créé par Maxime Rambaud, illustré par Paul Maffaillon et édité par Yellow. C'est un jeu de dés et de plateaux dans la catégorie mythologique de 2 à 6 joueurs pour les plus de 8 ans. Vous allez y retrouver de l'affrontement, des enchères, des jets de dés, de la chance et du hasard. Les joueurs ont pour objectif de s'affronter dans une arène et d'en sortir vainqueur. Remportez les différents duels contre vos adversaires afin de devenir l'élu des dieux. Une partie d'Arena for the God se déroule en 2 phases et dure en moyenne 30 minutes. Déballons le jeu ensemble. Alors déjà pour commencer, Arena for the God, la boîte du jeu. On ouvre. Alors, déjà, on a les règles du jeu. Voilà. Ensuite, on a le plateau de jeu, qui ressemble à une arène. Voilà. Ensuite, nous avons 7 dés avec différentes faces. Donc on a la face épée, la face bouclier, la face qui représente une patte et la dernière face, une sorte d'étoile. Ensuite, nous avons donc les paravents qui sont reliés au personnage. Chaque personnage possède son propre paravent. Ensuite, nous avons donc des petites tuiles comme ça à double face. Donc d'un côté, on a les pièges. De l'autre côté de la face, c'est la fontaine de vie. Voilà. Bien sûr, les personnages sont accompagnés de socles pour pouvoir tenir sur le plateau. Après, on a donc les piliers qui sont en 2 parties. Donc on a la partie qui se déplie un peu comme un paravent, avec le toit du pilier qui vient du coup tenir l'ensemble. Donc là, on le forme de cette manière-là. Du coup, ça se met comme ça. Après, on a donc ce petit truc noir, c'est la réserve, dans laquelle on va retrouver les carrés rouges. Donc ça, c'est les points de vie. Durant la partie, dans cette réserve, on va venir y mettre ces jetons-là qui sont les jetons fatigue. Et ensuite, on va venir y mettre ces jetons bleus là, qui représentent les jetons protection. Voilà. Puis, on aura les cartes du jeu. Donc, les cartes, donc il y a 4 sortes de cartes différentes. Donc on a les rouges qui représentent les armes, les vertes qui vont représenter les compagnons animaux, les bleus
qui vont représenter les armures. Et pour finir, les jaunes qui vont représenter les sorts. Sur chacune des 4 cartes, il y a en bas de la carte, ici, il y a un petit chiffre que j'expliquerai plus tard. Voilà de quoi est composé Arena Force 2. Passons à la mise en place. Alors avant de commencer, moi je vais juste vous parler des cartes. Les cartes, je les ai esquivées. Donc la dimension des cartes, c'est 64 par 89. Donc comme d'hab, si ça se trouve à pas trop cher. Moi j'ai un lot de 160 ce coup-ci. Pour Arena Force de God, en soi, c'est pas 100% nécessaire parce que la boîte est thermoformée, donc chaque chose va à sa place. Du coup, on a moins tendance à les abîmer, mais quand on joue, on a toujours tendance à soit tripoter les angles, soit on peut avoir les mains un peu poreuses et du coup ça abîme. Donc moi j'aime bien protéger. Et après vous faites ce que vous voulez. Voilà pour la petite aparté. Donc du coup là on voit que j'ai déjà mis en place le jeu. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes. Donc déjà dans un premier temps, on vient bien sûr mettre le plateau de jeu. Le plateau de jeu qui représente une arène. Ensuite on vient choisir notre scénario. Donc là, dans les règles du jeu, on a 3 pages consacrées aux différents scénarios. Pour les scénarios, qu'est-ce qui va changer? En fait, du coup, ils vont être délimités par le nombre de joueurs présents et le temps qu'on souhaite y passer. Du coup, en fonction du nombre de joueurs et du nombre de champions et du temps qu'on souhaite y passer, donc, du coup, on aura différents scénarios. Là, en l'occurrence, moi, je pars sur un format 3 joueurs. Du coup, j'ai pris donc, le premier scénario, hein, qui est un format 3 joueurs. J'ai pris le scénario le plus court. Donc là, on voit que du coup, il y a des piliers qui viennent totalement couper l'arène, ce qui fait que cette zone-là devient une zone morte, dans laquelle les héros ne vont pas venir se battre. Plus on raccourcit l'arène, plus on a tendance à être les uns sur les autres. Donc on se tape quand même plus souvent, donc du coup, la partie dure beaucoup moins vite. Et inversement, si on veut une partie longue comme ça. Donc ça, c'est pour le scénario. Ensuite, on va venir choisir nos champions. On a Cléo, l'Égypte ancienne. Ensuite, on va avoir Siggy, de tout ce qui est nordique. Ensuite, Maximus, pour les Spartiates, la grecque ancienne, voilà. Ensuite, on va avoir Mafaya, pour les hindous. Puis Tsixikan, pour les mayas. Et pour finir, Nakamura, pour le Japon féodal ou des choses comme ça. Donc ça va être nos différents champions. Moi là je vais jouer avec Siggy, Maximus et Mafaya. Du coup je prends forcément les paravents qui leur sont liés. Les paravents vont servir à quoi? Donc déjà dans un premier temps ils vont servir à cacher les points de vie à nos adversaires. Et sur les paravents on a des petites annotations. Derrière nos petits paravents, on a chaque héros à 20 points de vie. Il récupère 20 petits carrés rouges dans la réserve. Ensuite, dans la réserve, je viens mettre donc, les jetons fatigue et les jetons protection. Ils nous seront utiles durant la partie. Ici, on a une fontaine de vie. Sur la fontaine de vie, on vient mettre 5 points de vie. La fontaine de vie ne se régénère pas, donc une fois que les points de vie sont épuisés, c'est terminé. Donc une fois qu'on a choisi nos personnages et qu'on est prêt à jouer, on va venir faire 4 paquets. Donc on mélange mon paquet numéro 1, c'est le paquet où il y a écrit 1, qui représente les armes. Et étant donné qu'on est 3 champions, je prends 3 cartes au hasard. Et je fais un paquet. Puis je fais ça avec le paquet numéro 2. Je mélange, j'en prends 3, etc. etc. Pour finir, le quatrième, les sorts. Voilà. Les autres cartes, on peut les ranger, on n'en aura plus besoin. Donc, une fois que j'ai fait mes paquets, je les remets ensemble dans l'ordre des chiffres.
Et voilà pour la mise en place. Et là, nous sommes prêts à débuter la partie. Passons aux règles. Une partie se déroule en deux phases. Donc on va avoir la phase d'équipement et la phase de combat. Comment va se dérouler la phase d'équipement? Alors, une fois qu'on a fait nos 4 paquets et qu'on les a additionnés ensemble, sans les mélanger, attention, et bien du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la première, ceux qui ont le chiffre 1, donc les armes, et on va venir les retourner pour les mettre face visible de tous les joueurs. Et là du coup va débuter une phase d'enchère. Pourquoi une phase d'enchère? Alors en fait, pour récupérer ces armes, il va falloir qu'on paye ces armes. Donc pour les payer, on va les payer avec nos points de vie. Donc là, il n'y a pas de limite. On peut très bien mettre 0, comme mettre tous nos points de vie. Et dans ces cas-là, ça signe notre mort. Donc, être un petit peu stratégique à ce niveau-là. Donc là, ce qui se passe, c'est que je retourne les cartes armes, qui font partie de la première partie de cette phase. Et chaque joueur consulte les cartes jusqu'à avoir terminé. Et une fois que c'est terminé, on va venir choisir le nombre de carrés qu'on veut jouer, les prendre dans notre main discrètement. Une fois que chaque personne a fait ça, on dit 1, 2, 3 en gros, et on retourne on montre le contenu de notre main. Celui qui aura mis dans sa main le plus de dés rouges, un petit carré rouge, choisira en premier son arme. Donc du coup, attention, par exemple, si moi j'en prends 4 et que mes adversaires en mettent 0, j'ai peut-être un peu mal joué. Donc là, on va dire que j'en ai 1 et que mes adversaires, eux, avaient mis 0. Donc je choisis mon arme, je prends ça, les adversaires se mettent d'accord sur ces deux armes. Et on va réitérer ce mouvement pour chaque carte. Donc là, on passe aux animaux. Chaque personne regarde les animaux, les pouvoirs qu'ils font, etc., etc. Et après, il vient enchérir pour choisir la carte. Donc on fera ça pour chaque. Donc là, moi, histoire d'aller plus vite, distribuer aléatoirement. Comme ça, c'est fait. Une question qu'on pourrait se poser, c'est en cas d'égalité, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, en cas d'égalité, on essaie de se mettre d'accord sur les armes qu'on veut récupérer. Si jamais il n'y a pas d'accord possible, un joueur, ou vous-même, si c'est vous, vous prenez les cartes, vous les mélangez et vous les mettez face comme ça, non visible, afin que le choix soit totalement aléatoire. Donc ça, c'est en cas d'égalité. Petite subtilité pour la dernière enchère. Donc la dernière enchère, c'est celle sur les sorts. C'est pas compliqué, il y a le chiffre 4, la quatrième enchère. Celui qui aura choisi en premier sa carte, ou du moins qui aura enchéri le plus, aura le droit de... Enfin, c'est pas qu'il aura le droit, il va devoir placer son champion en premier dans l'arène. Alors pour placer son champion, on a le droit de placer son champion qu'au bord de l'arène, hors pilier. Les piliers ne sont pas considérés comme un bord. Donc je peux placer là, 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 là et là. Bien sûr, je ne peux pas me placer sur un autre champion. Les champions ne peuvent pas être sur la même case à aucun moment. Je peux venir me placer sur un piège, mais il n'y a pas grand intérêt étant donné que ça me fait perdre des points. Donc ça, c'est la petite subtilité. Bien sûr, celui qui aura placé le premier son champion, c'est aussi celui qui commence le tour. Et ensuite, le déroulé du combat va se faire dans les équipes. Passons à la phase de combat. Alors, maintenant qu'on est passé au bord de l'arène, comme je l'expliquais plus tôt, le combat va se dérouler en plusieurs tours, jusqu'à ce qu'un champion se retrouve à 0 point de vie.
Donc, en gros, lorsqu'il tombe à 0, il monte il déplie son paravent pour montrer qu'il a plus de PV. À ce moment-là, ça déclenche la fin de partie. Du coup, chaque joueur montre le nombre de points de vie qu'il a et on compte. Mais je l'expliquerai au moment de la fin de partie. Ensuite, le combat va se dérouler en 3 étapes. On a préparation du tour, lancer les dés et réaliser ses actions. Passons du coup à la préparation de tour. Alors, à la préparation de tour, je prends mes 7 dés auxquels je viens retirer le nombre de dés en fonction du nombre de jetons fatigue que j'ai devant moi. Je m'explique. Durant les parties, il y a des attaques qui peuvent mettre ce genre de jetons-là, qui sont des pions fatigue, à des joueurs. Imaginons, je me retrouve, moi, avec deux pions fatigue sur mon paravent, donc c'est comme ça que c'est représenté. Ça a pour conséquence, du coup, qu'à mon tour, je dois enlever 2 dés. Donc il y a 2 dés que je ne peux pas utiliser. Une fois que ça c'est fait, je retire mes jetons fatigue et je les remets dans la réserve. Et à ce moment-là, je vais pouvoir jouer avec mes dés. J'ai mis en situation un jeton de protection sur mon personnage. Alors comment déjà j'obtiens ce jeton de protection? Il y a différentes cartes qui ont des actions, dont l'action gagner un jeton de protection. Lorsque je le gagne, je le mets sur mon personnage. Ce jeton de protection dure un tour jusqu'à mon prochain tour. Si durant les tours de mes adversaires, ce jeton de protection ne se déclenche pas, et bien, ce qui se passe, c'est qu'au début de mon tour, il disparaît. Donc une fois que la préparation de tour est terminée, on va passer au lancer de dés. Donc je lance mes dés, et là, j'ai 2 possibilités. Soit je les conserve, soit je peux en relancer le nombre que je veux. Imaginons que l'étoile ne me convienne pas, je peux décider de la relancer, et du coup, si ça ne me convient plus, et j'ai pas le choix, il faut quand même que je joue avec. Maintenant, la partie action, et bien justement, à quoi nous servent nos dés? Nos dés nous servent principalement à activer les effets, à remplir les conditions de nos cartes, pour pouvoir les utiliser. Donc là, par exemple, il me faudrait 2 pattes vertes, alors que pour lui, il me faut juste un bouclier. Donc chaque carte a sa condition qui doit être remplie du coup par l'utilisation de mes dés. Si je ne peux pas utiliser mes dés, si je ne peux pas utiliser mes actions au niveau de mes cartes, eh bien, comme j'en ai parlé précédemment, au niveau du paravent, on nous donne 4 possibilités. Donc un combo de 2 épées me permet de faire un dé. Donc ça, ce sont des actions de dés. Chaque dé ne peut être utilisé que pour une seule action. Donc une fois que mon dé a été utilisé pour une action de base ou remplir une condition d'une arme, il n'est plus utilisable. Les actions peuvent être réalisées dans l'ordre de mon choix. Donc en gros, même si les armes ont le chiffre 1, je ne suis pas forcément obligé de les jouer en premier. Je peux décider de jouer n'importe quelle carte ou action de base dans l'ordre de mon choix. Par contre, à partir du moment où je décide de jouer une carte, je dois obligatoirement la jouer du début jusqu'à la fin. Si je ne peux pas, je ne peux pas utiliser la carte. Par contre, je peux également utiliser une carte plusieurs fois, à condition que j'utilise plusieurs dés. Donc là, pour lui, il me faut une seule patte verte. Donc là, étant donné que j'en ai 3, je pourrais, si je le veux, utiliser 3 fois mon sort. Lorsqu'on joue une action, une action de carte ou une action de base, on les joue les unes après les autres. On ne les joue pas simultanément. Je répète, quand j'utilise un pouvoir de carte, je l'utilise du début jusqu'à la fin. À aucun moment je m'arrête à la moitié pour utiliser une autre carte et revenir à celui-là. Non, c'est du début jusqu'à la fin directement. Ce qui peut se passer lorsque vous utilisez vos dés, c'est qu'à force de les utiliser, il ne vous reste plus de dés ou plus de bonnes combinaisons de dés. Du coup, eh bien, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser tous vos dés. Si vous décidez de ne pas utiliser certains dés, vous avez totalement le droit. Le mieux forcément étant de réussir à utiliser toutes ces cartes d'un coup, ce qui permet du coup de créer des bons combos.
si vous ne pouvez pas, bah, vous pouvez pas. Bien sûr, aussi à savoir, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes vos cartes. Vous pouvez très bien en utiliser qu'une seule à ce moment-là, et à votre tour d'après, on utilise une autre, vous utilisez celle-là avec une autre, là vous êtes totalement. Une fois que vous avez terminé votre tour, eh bien, vous transmettez les dés à votre adversaire, qui du coup reprend son tour à préparation du tour. Donc je dis, on regarde s'il doit retirer des dés, retirer des modifications, etc., etc. Et du coup, chaque joueur va jouer de la même manière à son tour. Apportons une petite précision sur activer son équipement. J'ai toujours pas retiré cette flamme. Là, mon adversaire vient me blesser. Ce qui va se passer, c'est que ça va activer mon équipement. Ça s'active automatiquement. Donc là, je prends ma carte qui m'a permis d'obtenir ce jeton de protection et je viens lire sa phase d'activation. Donc là, en l'occurrence, sa phase d'activation, c'est donner un dé en moins, donc un pion fatigue en l'occurrence, au joueur actif qui m'a frappé. Donc là, mon adversaire, donc le samouraï, m'a frappé, donc il aura un dé en moins à son prochain tour. Voilà comment s'active le jeton protection. Règle de déplacement. Alors, pour se déplacer, il y a plusieurs possibilités. Donc, comme dit précédemment, soit je fais une action de base qui est additionnée 2 pattes vertes, dans ces cas-là, je peux me déplacer 2 pas. Soit j'utilise une carte, donc je remplis la condition de la carte, et sur la carte, il y a marqué « Faites un déplacement ». Là, dans ces cas-là, je suis obligé de faire mon déplacement. Quand je me déplace du nombre de cases indiquées par ma carte, mais je peux me déplacer que sur certains endroits. Donc déjà, il faut que la case soit vide. Donc ça c'est logique, s'il y a un champion, je ne peux pas aller sur sa case. Pour taper un champion, je ne suis pas obligé d'être sur sa case. La case d'à côté suffit. Ensuite, je peux me déplacer sur la fontaine de vie. La fontaine de vie, lorsque je rentre sur la fontaine de vie, je viens récupérer un point de vie qui s'y trouve. Si jamais sur la fontaine de vie il n'y a plus de point de vie, eh bien, il ne se passe rien. Si jamais je débute mon tour sur la fontaine de vie, je fais une petite aparté parce que j'en parle, si jamais je débute mon tour sur la fontaine de vie, eh bien, je récupère un point de vie. Si du coup, imaginons là j'étais à côté de la fontaine de vie, je m'y déplace, je récupère un point de vie, j'en ressors et je reviens sur la fontaine de vie. Et bien je viens récupérer encore un autre point de vie. À chaque fois que je passe sur la fontaine de vie, je prends des points de vie, s'il y en a bien sûr. Donc ça c'est pour la partie cool. Ensuite on a le piège. Le piège, pareil, si je passe dessus, bah lui c'est pas une fontaine de vie, il en retire. Une fois que je passe sur le piège, je perds un PV. Donc, quand je perds un PV, je le mets dans la réserve. Si à mon tour, à moi, je ne quitte pas le piège, et bien, et que du coup je finis mon tour comme ça en restant sur le piège, je viens perdre un nouveau point de vie. Donc ça, c'est pour le piège. Alors maintenant, je vais expliquer les termes qu'on va retrouver sur les cartes. Alors, on va retrouver adjacent. Donc, adjacent, là en l'occurrence, Siggy est adjacent à Maximus parce qu'ils ont un bord en commun. Là, si j'ai une arme au corps à corps ou que mon adversaire a une arme au corps à corps ou qu'un sort me dit adjacent, eh bien, il se déclenche. Je peux le déclencher parce que je suis adjacent à un personnage. Ensuite, on va avoir le terme à distance. Donc là, pour être à distance, il faudrait que Maximus soit ici. Pourquoi ici et pas ici? Eh bien, parce que à distance va avec ligne de vue. Il faut que, pour que je puisse utiliser un sort ou une arme, quelque chose comme ça, qui utilise à distance, il faut que le personnage soit dans la ligne de vue. Pour être dans la ligne de vue, il faut que ce soit avec des cases, avec des bords qui se collent. Là, étant donné que c'est une case avec un bord qui ne se colle pas, eh bien le à distance ne fonctionne pas. Ensuite, on va avoir le terme pousser. Donc pour pousser, je remets en condition. Là, Siggy utilise une compétence
il y a marqué pousser. Donc ce qui se passe, c'est que je viens pousser mon adversaire d'une case. Voilà. Là, en l'occurrence, Maximus tombe sur un piège. Donc du coup, il subit un dégât. Si jamais il était là et que je l'avais poussé ici, là, je l'avais juste poussé. Si jamais Maximus est là et que Siggy se trouve là, que Siggy vient pousser Maximus, étant donné que Maximus ne peut pas sortir de l'arène, il vient rebondir sur les murs et revenir à la place où il était. Du coup, il vient perdre un point de vie. Dès qu'on rebondit sur quelque chose, on perd un point de vie. Sauf pour ce cas-là. Imaginons que Maximus est entouré par notre samouraï et notre nordique. Siggy vient pousser Maximus. Du coup, qui vient vu que Maximus est poussé dans ce sens-là, eh bien, Maximus vient du coup pousser notre samouraï et tout le monde se décale de pas. Et du coup, si vous l'avez bien compris, si jamais c'est l'inverse, notre samouraï est tout collé au mur, Maximus est toujours entouré, et Siggy vient le pousser, ce qui va se passer, c'est que lui va rebondir sur le mur, et lui va rebondir sur notre samouraï. Donc tous les deux vont perdre un point de vie. Mais le combo qui est le plus fatal, c'est le cas où Maximus était déjà sur le piège et que Siggy vient le pousser. Ce qui vient se passer, c'est que Maximus vient taper le mur, donc du coup vient perdre un point de vie, mais il revient sur sa case qui est un piège, donc il en perd un deuxième. Donc les poussées ne sont surtout pas à sous-estimer. Bien sûr, c'est logique, si je pousse quelqu'un sur la fontaine de vie et qu'il y a des PV, il regagne des PV. La fin de la partie, donc maintenant qu'on a expliqué tous les termes, en soi il n'y a plus grand chose d'autre à expliquer, donc on va passer à la fin de partie. Donc la fin de partie c'est pas compliqué, elle se termine quand quelqu'un se retrouve à 0. Quand ce personnage se retrouve à 0, c'est fini. Donc là, chaque héros vient montrer ce qu'il y a derrière son paravent. Si, celui qui a le plus de points de vie derrière son paravent remporte la partie. Donc voilà, ça c'est pour la fin de partie, c'est pas bien compliqué. Passons aux différentes variantes. Alors le jeu nous propose 4 variantes différentes en plus du coup des règles de deck. Donc la première variante va être une variante en équipe. Alors, la variante en équipe, en gros, déjà il faut être un minimum de 4. Voilà. Et après, du coup, on fait 2 équipes de 2, on peut faire 3 équipes de 2 si jamais on est 6, et 2 équipes de 3 si jamais on est 6 aussi. Donc là, ce qui vient se passer, c'est que 2 joueurs sont ensemble, et 2 autres sont ensemble. Mais sinon, pour la suite du jeu, ça se déroule de la même manière. Pour la phase d'équipement, on va enchérir de la même manière. Et pour la phase de combat, ça va se dérouler de la même manière. A savoir que pour tout ce qui dit, pour toutes les cartes où il y aura marqué aux héros adjacents, aux autres héros, etc., ça vient frapper tout le monde, que ce soit votre allié ou votre ennemi. Ça ne distingue pas ni d'alliés, des alliés, des ennemis. Et du coup, en rapido, j'ai mis une config pour 4 joueurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour la config 4 joueurs rapide, on vient juste enlever les 2 piliers qui se trouvent au milieu. Alors la fin de partie, comme j'ai dit précédemment, c'est le premier joueur qui meurt, ça déclenche la fin de partie. Et là, c'est toujours la même chose. Une fois qu'il y a un champion qui meurt, ça déclenche la fin de partie. Et ce qui se passe, c'est que l'équipe qui a encore ces 2 personnages vient additionner leurs points de vie restants. Et du coup, le personnage qui se retrouve seul vient comparer les points de vie qui lui restent avec les points de vie additionnés de ses adversaires. Si jamais il en a plus, son équipe a gagné. Si jamais il en a moins, c'est votre équipe qui a gagné. Ça, c'est la petite différence par rapport au... Ensuite, nous allons avoir la variante de joueurs. C'est pas compliqué. La variante de joueurs, la même variante que l'équipe, et on n'est que 2. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que un joueur va jouer 2 champions, et l'autre joueur pareil. Et du coup, la partie va se dérouler de la même manière. Une phase d'enchère, une phase de combat, et la fin de partie, une fois que le premier joueur est mort.
Là où va y avoir une différence, c'est que du coup, le joueur va avoir ses deux champions devant lui. Du coup, le champion numéro 1, c'est le champion qui sera à sa gauche, et le champion numéro 2, ce sera le champion qui sera à sa droite. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on commence notre tour, le champion numéro 1 joue en premier, puis c'est le champion numéro 1 de notre adversaire, puis notre champion numéro 2, et pour finir, le champion numéro 2 de notre adversaire. Petite subtilité, si jamais c'est mon champion numéro 2 qui vient enchérir, qui vient faire la plus grosse enchère sur la dernière phase d'enchère, donc sur la phase de sort. Et bien, du coup, c'est normalement, si on prend les règles de base, ce serait à mon champion 2 de commencer. Et bien, dans ces cas-là, non. Étant donné que mon champion appartient à mon équipe, même si c'est lui qui a fait la plus grosse enchère à la fin, ça reste quand même du coup mon champion 1 qui commence. Ça, c'était pour la... Ensuite, nous allons avoir une variante Titan. Donc, perso, une des variantes que j'adore, que je trouve très très fun. Là, ce qui va se passer, alors attention, c'est la plus complexe des trois. La variante Titan se joue de 4 à 6 joueurs. Du coup, de 4 à 5 joueurs, pardon. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'un joueur va choisir son champion en premier. Maximus, c'est le Titan. Et nous trois, nous sommes en équipe et nous allons prendre nos champions. On va garder les mêmes que tout à l'heure. Tac. La config du plateau reste en fonction du scénario se trouvant dans les règles ou vous pouvez l'inventer. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va toujours faire nos 4 paquets avec 4 armes par paquet. Mais là, le joueur jouant le Titan va venir choisir en premier sa carte. Il n'y a pas de phase d'enchère. Donc il choisit son arme et après, les 3 autres joueurs qui sont en équipe, bien sûr, choisissent, se mettre d'accord sur les cartes qu'ils prennent. Et on va faire ça pour chaque carte. Une autre différence, chaque champion, donc pas Titan, pas le Titan, les autres champions, n'ont que 10 points de vie au lieu de 20. Par contre, le Titan, lui, a 10 points de vie par joueur présent. Donc là, étant donné qu'on est 3 champions, donc 3 joueurs autour de la table, et bien chacun des joueurs a 10 points de vie. Par contre, Maximus se retrouve avec 30 points de vie. D'ailleurs, Maximus, lui, lors de son tour, c'est toujours lui qui commence en premier, hein, parce que c'est le Titan, bien sûr. Et bien lui, lors de son tour, il vient en jouer 2. Il joue un tour, puis il en rejoue un deuxième. Et une fois qu'il a joué ces 2 tours, et bien, c'est les autres qui jouent leur tour dans du coup, les aiguilles d'une montre en partant du Titan. Autre subtilité au niveau de Maxime, au niveau du Titan, pour ces 2 pions-là. Donc le pion fatigue et le pion protection. On peut mettre des pions fatigue sur le Titan, il n'y a aucun problème. Par contre, ils ne vont avoir effet qu'à son premier tour. Donc, imaginons il a cumulé 4 pions fatigue, et bien à son tour, il ne jouera qu'avec, à son premier tour, il ne jouera qu'avec 3 dés. Par contre, à la fin de son premier tour, il passe à son second tour. Donc là, il récupère ses 5 dés. Pareil pour le jeton protection. Si jamais c'est à la phase 2, enfin à son deuxième tour qu'il met son jeton protection, et bien son jeton protection sera actif jusqu'à son deuxième tour. Comment se déclenche la fin de partie? Et bien à la fin de partie, il y a 2 solutions. Soit le Titan bat tous ses ennemis, soit les ennemis battent le Titan. Voilà, c'est tout. Là, c'est pas parce qu'il y en a un qui meurt qu'on arrête. On continue le combat jusqu'à la victoire d'un des 2 camps. Perso, c'est une des phases, enfin c'est un des scénarios que je peux. Et pour finir, la dernière variante, c'est la variante combat instantané. Donc elle est recommandée pour les joueurs qui débutent le jeu. Donc, comme ça, on ne s'embête pas avec la phase d'enchère parce que lors du combat instantané, en fait, lorsqu'on choisit un champion, il a un équipement prédéfini.
Du coup, on prend cet équipement-là et on vient immédiatement passer à la phase de combat. Donc, avec toutes les règles que j'ai expliquées plus tôt, bien sûr. Donc du coup, on s'embête pas avec la phase d'enchère et ça permet, du coup, parce qu'à la phase d'enchère, il faut un minimum connaître les cartes, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on ouvre le jeu et qu'on ne connaît pas le jeu. Ça nous permet de pouvoir assimiler les pouvoirs de nos cartes plus facilement. Petite subtilité, lorsqu'on joue en combat instantané, au lieu de 20 points de vie, nous n'en avons que 12. Ça permet de faire une partie plus rapide et pouvoir avoir une prise en main assez facile. Donc, elle est recommandée pour les joueurs qui débutent vraiment dans ce combat-là, si jamais autour de la table il n'y a personne qui est capable de nous expliquer quelle carte est plus forte que l'autre. Et après, à la fin de la partie, se fait de la même manière que pour tous les autres modes. C'était la vidéo présentation et explication de règles d'Arena for the God. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à exploser les likes et à partager la vidéo, ça coûte toujours rien et ça aide beaucoup. Active la cloche et abonne-toi afin de ne rater aucune autre vidéo. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous étiez encore quelques-uns à regarder la vidéo sans vous être abonné. Retrouve-moi sur TikTok afin de connaître mon avis sur le jeu et sur Instagram pour connaître le contenu de la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et d'ailleurs merci à ceux qui ont participé au précédent sondage, ça fait plaisir. D'ailleurs, si une vidéo stratégie t'intéresse, laisse Dieu en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'un prochain jeu. En attendant, bon jeu et abonne-toi.